Donc, est-ce que vous préférez qu'on commence par le chapitre 2, puisque ce sont des nouvelles informations et en fait, il est, inclus de manière peut-être, 80 dans le DS, dans l'examen? Ou on revient après sur le chapitre le premier chapitre, comme vous voulez, soit on commence par le premier ou le deuxième. Moi, en fait, je pense on peut commencer par le deuxième chapitre, presque, puisqu'on a en fait déjà vu en fait le premier chapitre. Après, ça sera une révision pour le premier chapitre. Au moins, on gagne du temps. Oui, Je sais en pas pour plus, les autres. vous allez maintenant, vous êtes un peu frais, le cerveau un peu frais, donc vous êtes plus apte à capter les informations maintenant. Oui. Vous êtes d'accord, Sadé ou Alfadi, on commence par le deuxième? Oui, oui, comme vous voulez. Oui, on D'accord, commence par le deuxième. d'accord. Donc, on va voir les modèles de développement logiciel. Donc, comme déjà on a dit, pour le cycle de développement logiciel, il peut être en cascade. Si par exemple tu travailles seul, tu n'as pas le choix. Tu vas faire étape par étape, tu vas faire la spécification des besoins, puis la conception, puis le développement de logiciel. Et à la fin, tu vas tester si ça marche ou non. Donc, si par exemple nous sommes dans une entreprise et pour mieux partager les tâches et pour mieux contrôler l'équipe et tout, et pour avoir une communication entre les différents acteurs, on va utiliser des modèles de développement comme Scrum ou bien les modèles en V. On les appelle des modèles itératifs. Donc, on va voir c'est quoi la différence entre le premier exemple qu'on appelle modèle séquentiel, puisque c'est étape par étape, et quelle est l'utilité des modèles itératifs. Donc, de toute façon, il va décrire les activités qui sont reliées entre elles logiquement et chronologiquement. Bien sûr, chaque projet, il est lié par un deadline. Donc, pour cela, on avait des marches. Donc, si on va faire le test à la fin, bien sûr, peut-être on n'aurait pas suffisamment de temps pour bien tester le projet. Et les tests sont très importants afin de mesurer la qualité du projet, afin de garantir la réputation de l'entreprise et tout. Donc, il existe un certain nombre de modèles de cycle de développement logiciel différents et chacun d'entre eux nécessite des approches de tests différentes. Et on va voir ces différences. Donc, pour chaque activité de développement, il y a une activité de test indépendante. Ça, c'est pour surtout les modèles de cycle de vie incrémental, comme dans la photo, lorsqu'il s'agit d'une équipe. Par exemple, si on a 5 développeurs, on va essayer de répartir l'application et diviser les fonctionnalités sur ces 5 développeurs. Chacun, il va s'intéresser de quelle fonctionnalité. Du coup, la première fonctionnalité qu'elle sera implémentée et qu'elle serait bien finie, on pouvait directement le tester. Et comme ça, on pouvait entamer le test à une étape précoce. Donc, pour cela, donc pour chaque activité de développement, c'est mieux d'avoir son activité de test équivalente. Et aussi, l'analyse et la conception, ils vont être aussi, l'analyse, c'est la première phase, la conception, c'est la deuxième phase, et le développement, la troisième phase, et puis c'est le test. Mais si on va travailler une fonctionnalité par fonctionnalité, donc chaque fonctionnalité, elle aura tout ce processus à part. Donc, elle va être bien faite et bien faite et elle va passer par toutes les étapes nécessairement. Jusque-là, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on va voir les schémas et ça va être plus simple par les schémas. Donc, tout à fait comme cet exemple, l'application, elle est composée de back-end, tout ce qui est architecture interne, tout ce qui est des services web, tout ce qui est des API, tout ce qui est base de données. Donc, il pouvait être fait, il pouvait pas, il pouvait être fait d'une manière pas bien
optimiser. On pouvait mettre des codes, copier-coller des codes, sans faire des best practices, sans faire des héritages, sans faire quelque chose d'intelligent qui vont avoir un meilleur résultat, un temps de réponse plus rapide, une application plus rapide et une maintenance aussi plus simple. Et le front-end, bien sûr, de toute façon, le front-end, c'est ça qui compte pour l'utilisateur. Et les API, ce sont les serveurs qui vont naviguer et qui vont faire la gestion des requêtes et la navigation entre le back-end et le front-end. Donc, déjà, lorsqu'on va faire le test, on va tester tout ça ensemble. Voilà, on va voir maintenant les modèles. Donc, en cascade, à votre avis, c'est un modèle séquentiel ou bien itératif, incrémental? On a vu ça, surtout avec AlphaDIL. Le modèle en cascade, il est considéré incrémental ou bien séquentiel? Séquentiel, séquentiel. Voilà, séquentiel parce que déjà, il est bien ordonné et on ne commence la deuxième étape qu'après la terminaison de la première étape. Donc, c'est étape par étape, on fait l'exigence, analyse, conception, mise en œuvre. Lorsqu'on dit mise en œuvre, ça veut dire quoi? C'est le rôle de qui, la mise en œuvre? De développeur. Donc, mise en œuvre, ça veut dire le codage, la programmation de l'application. Puis, la validation, ça veut dire les tests. Et après les tests, on a la mise en service, ça veut dire on peut déployer cette application, l'héberger sur Internet. Donc, comme vous voyez, le test, il intervient à la dernière étape. Du coup, si on a une erreur, elle va circuler toute cette partie. Et si on se rend compte qu'il y avait une faute, on doit corriger toutes ces étapes. Du coup, elle va coûter trop et on va gaspiller beaucoup de temps. C'est pour cette raison, le modèle de cascade n'est pas efficace si on travaille en une équipe et si on travaille sur la qualité et sur la rapidité. Et voilà, donc l'exigence, ça veut dire les besoins qu'on doit comprendre à partir de cahier de charge. Donc, du coup, on doit élaborer un cahier de charge pour le client où on va mentionner tout ce qui est des deadlines, tout ce qui est budget, tout ce qui est fonctionnalité. Et la conception, on va voir tous les diagrammes de conception. Et lorsqu'on parle de mise en œuvre, ça veut dire ici, l'application déjà prête avec toutes ses fonctionnalités. Et la validation, d'où on l'a testé. C'est ça les étapes dans tout projet. Juste le modèle de vie, il va répartir l'ordre des étapes. Voilà le cycle en V, par exemple. Ça, c'est une autre méthodologie, c'est une autre manière de travail. Du coup, donc, on va faire la spécification des besoins, on va la tester en parallèle, on va faire la spécification, on doit la valider, on va faire deux conceptions, la conception générale, on s'assure qu'elle est correcte par les tests d'intégration, puis on passe à la conception détaillée. Et si la conception détaillée est prouvée par les tests unitaires, donc on passe à la réalisation de développement et entre-temps, on va revenir à ces tests. Donc, du coup, on va tester deux fois. À votre avis, quel est l'avantage et l'inconvénient de cette méthode? Allô? L'avantage, c'est qu'on doit procéder à une vérification. Oui, et on fait beaucoup de tests. Chaque test, presque, il est... Et donc, l'inconvénient, c'est le perte de temps, en fait. Voilà, c'est Ça très... prend beaucoup de temps. Oui, donc, à ton avis, ça serait une meilleure solution pour quel type de projet? Pour
projet de longue durée? Pour les grands C'est-à-dire, projets, en fait. Pour voilà, les très grands projets. un grand projet, et lorsqu'on parle d'un grand projet, surtout l'architecture logicielle et surtout de point de vue infrastructure. Lorsque l'infrastructure est vraiment compliquée et large, du coup, même la conception, elle va prendre beaucoup du temps. On va la valider et on va la détailler ensuite. Donc, du coup, on va s'assurer de toutes les étapes puisque c'est un projet vraiment compliqué. Et ici, on joue sur la qualité, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ici, il n'y a pas un meilleur modèle. Chaque modèle, il est adapté selon un logiciel bien déterminé. Voilà. Donc, ici, c'est le modèle en V en détail. En fait, on fait toujours les mêmes étapes. Mais en parallèle, nous sommes en train de tester tout ça. Du coup, on aura un travail dans les deux directions. Et on va exécuter le test à la fin et on va retester tout ça et on passe au déploiement qu'après qu'on va tester tout et vérifier tout. Donc, en fait, c'est ça les modèles lorsqu'on parle modèle de développement itératif incrémental. C'est donc, pour récapituler, les modèles séquentiels, ce sont deux, cascade et en V. En V aussi, il est considéré séquentiel parce que ici, le projet, il n'est pas divisé en sous-fonctionnalités et en sous-parties. C'est tout un projet qui circule ici et qui passe d'une étape à une autre. Du coup, c'est un modèle séquentiel, étape par étape. Maintenant, on va parler des modèles itératifs incrémentaux. Donc, voilà le schéma en général. Donc, le projet, il est donc dès le début, le projet il va être divisé en sous-fonctionnalités et chaque fonctionnalité, elle va faire son propre tour. Du coup, elle aura sa propre planification, son propre développement avec un développeur bien déterminé. On va l'évaluer toute seule à part. On va la réviser, puis on passe à une autre étape. Donc, du coup, si on a 3 développeurs, on peut déclencher 3 fonctionnalités en parallèle et chacun, il va s'intéresser à une fonctionnalité. Et bien sûr, comme ça, on va procéder au test et on peut à chaque fois avoir un prototype ou quelque chose fonctionnel qu'on l'a terminé et qu'on peut déjà la montrer au client. Donc, on peut, dans une telle planification, même dès le deuxième semaine, on pouvait avoir, par exemple, l'authentification prête, l'inscription prête, et on pouvait la montrer au client. Donc, on pouvait organiser des prototypes à n'importe quelle étape. Par contre, ici, non. Parce que ici, on aura quelque chose fini qu'après le développement, puisque toute l'application va être détaillée, puis tout est développé, et à la fin, elle va être testée toute. Donc, voilà le modèle. Lorsqu'on dit modèle incrémental itératif, c'est la même chose. Donc, il s'appelle itératif incrémental parce qu'il est divisé en des incrémentations et chaque incrémentation, elle va parcourir le cycle. Voilà, donc ici, si on se rend compte dans l'implémentation qu'il y avait un défaut ou quelque chose qui ne marche pas, on peut revenir et refaire cette fonctionnalité. Du coup, au lieu de refaire tout un projet, c'est pas grave si on va refaire toute une petite fonctionnalité. C'est pour cette raison, c'est plus pratique de diviser le projet. S'il y a un problème, elle ne va pas infecter tout le projet, puisqu'on peut séparément la corriger. Voilà, c'est comme ici. Donc, c'est comme un skateboard et puis c'était devenu une voiture. Le projet, il va être reconstruit fonctionnalité par fonctionnalité. Et à chaque fois, nous sommes en train de parcourir un escalier. Nous sommes en train d'évoluer dans la partie client, dans la base de données, dans les services et tout. Donc,
Tout ça, c'est la même chose, juste c'est une autre représentation. Voilà, on va exprimer tous les besoins et chaque besoin, elle va parcourir tout ce cycle et puis elle va être assemblée à la fin avec toutes les fonctionnalités et comme ça, on aura l'application finale. Donc, il y avait aussi un autre modèle. Donc, ce n'est pas intéressant de le connaître puisque ce n'est pas très fameux. Donc, maintenant, on revient sur Scrum. Qui parmi vous peut présenter Scrum ou peut nous parler de ce schéma? Normalement, vous êtes tous familiers avec Scrum. On a parlé dedans. Bah, le silence absolu. Moi, je vote pour Alpha-Deal. Hein. Oui, Alpha-Deal, il a vu Scrum 3 fois. Il a fait un stage avec la méthodologie Scrum. Alpha-Deal. Alors, c'est Oui. une méthodologie, c'est pas un modèle. Oui, madame. En fait, méthodologie égale modèle de vie logiciel. C'est la même chose. Hein? Si on dit modèle de vie. Alpha-Deal, tu étais avec nous? On a dit qui peut nous bien présenter Scrum. Il s'agit de quoi en se basant sur ce schéma. Tout est écrit déjà. Oui, madame, bien sûr que j'étais là, mais vous êtes mieux placé pour présenter ça. Merci, mais je veux savoir qu'est-ce que vous avez retenu. Bien sûr, c'est la vérité ou bien? Non, peut-être ils vont comprendre de ta part. Je sais que tu connais bien la réponse. Tu peux présenter ça. D'accord, pas grave. Je peux expliquer, moi. Donc, Scrum, c'est le modèle ou bien la méthodologie la plus utilisée dans le monde. Du coup, on va voir pourquoi et elle consiste à quoi faire. Donc, dans Scrum, on n'appelle pas chef de projet, on l'appelle Scrum Master. Le chef de projet, il est appelé Scrum Master et l'équipe de développement et toute l'équipe, elle s'appelle équipe Scrum et on a un Product Owner. C'est la seule méthodologie qui a un Product Owner. Donc, le Product Owner, le mot, elle provient de produit puisque c'est la personne qui connaît mieux le produit. Donc, le Product Owner, en fait, dans cette méthodologie, on essaie de convaincre le client, de satisfaire le client au maximum. Du coup, on a spécifié une personne qui va parler avec le client, qui va traduire tous ses besoins, toutes les exigences de l'application. Et à chaque fois, elle va jouer l'intermédiaire entre le client et elle va mesurer sa satisfaction et entre l'équipe de Scrum. C'est ça le rôle de Product Owner. Donc, le Product Owner, donc, c'est lui qui va faire la première réunion avec le client, même les réunions après. Il va enregistrer toutes ses attentes dans le Product Backlog. Voilà ici le backlog. Product Backlog, ça veut dire l'application, elle va permettre de quoi faire. Donc, il va écrire toutes les fonctionnalités et après, il va les mettre en user story. Donc, chaque fonctionnalité, il va l'attribuer à un développeur spécifique et il va lui accorder un deadline. C'est ça, la transformation du backlog vers un user story. Donc, c'est ça la première étape. Après, il va faire bien sûr une réunion avec l'équipe de Scrum. Donc, ils vont aussi utiliser voilà, un dashboard
Donc, chaque fonctionnalité, elle va être en train de se développer. Et si quelqu'un il va terminer sa fonctionnalité, il va déjà, par exemple, il peut travailler avec Jira ou bien avec Mondaysplan ou avec Trello, où il y avait un dashboard, où il y avait tout le backlog comme ici. Donc, voilà les user stories. Elle est ici à 25% terminée. Voilà, il y avait des user stories qui sont complets à 100%, codés code, et qui n'ont pas encore testé, et ainsi de suite. Et bien sûr, toute l'équipe, elle est au courant de tout l'avancement du projet. Voilà, donc l'équipe, elle va s'engager sur ce qu'elle peut livrer d'ici vers la fin du sprint. Donc, on avait des mots techniques ici, on a dit le backlog, il est divisé en user story, et chaque user story, il comporte un sprint. Donc, le sprint, ça veut dire après 2 à 4 semaines. Sprint, ça veut dire une fonctionnalité. Si une fonctionnalité est développée, donc, ils vont déjà la tester, puis elle va être un produit livrable qu'on peut à tout moment la montrer au client. Et qu'est-ce que ça se passe chaque jour? Il y avait, donc Scrum est une méthode basée sur la... Oui, oui. Oui, ça va? Oui, ça va. En D'accord. fait, Donc, vous avez dit qu'est-ce qui se passe chaque jour? J'ai voulu dire daily meeting, mais bon, apparemment, il y a un oui, passage de voix. donc, oui, c'est ça. Donc, il y avait des meetings, il y avait des réunions de 15 minutes, le Scrum Master avec l'équipe Scrum. Donc, bien sûr, le chef de projet, c'est lui qui est responsable de contrôler l'équipe, de les motiver. S'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est lui qui va réviser ça. Donc, c'est son tâche qui va intervenir chaque jour où il va poursuivre l'avancement de son équipe. Donc, voilà, comme ça, on aura un produit partiel livrable. On peut l'appeler aussi un prototype qu'on peut à tout moment le montrer au client. Et qui va faire la réunion avec le client? C'est le product owner. Voilà. Donc, oui, donc, normalement, c'est compris. Ça va? Ouais. Donc, En fait, du coup, C'est un exemple de modèle itératif. oui, oui. Hein. Donc, on a dit séquentiel, il n'y avait que cascade et en V. Les Oui, restes oui. sont tous itératifs, oui. Donc, quels sont les avantages du Scrum qu'on l'a pas cité auparavant dans les autres méthodologies? Pourquoi il est le plus utilisé, à votre avis? Je pense qu'il assure la satisfaction du client en premier degré, puisqu'il a Oui, product owner. oui, puisqu'on en fait, a consacré tout un acteur pour écouter Oui, ses oui. besoins, ses réclamations, et ils sont pris en fait en considération. S'il n'est pas satisfait ou il veut changer quelque chose, on peut rectifier ça à tout moment et on peut lui livrer un autre prototype. Oui, pour satisfaire le client. Quoi d'autre? en fait, Bilal, tu étais pour en moi, train de parler? oui, en fait, pour moi, l'avantage en fait du Scrum, c'est que en fait, puisqu'on livre au client chaque sprint, chaque fonctionnalité, donc on n'a pas un grand risque, c'est que la fonctionnalité n'est pas satisfaite par le client. Donc on peut gagner Voilà. du temps, minimiser le risque et tout. Voilà. Donc, en fait, si on parle que côté qualité, donc le mot qualité, c'est quelque chose de général. Donc, la qualité de point de vue quelqu'un expérimenté, il va voir, par exemple, le temps de réponse, il va voir le back-end, l'architecture, le code, les best practices. Mais le client, en fait, il ne va pas être quelqu'un expert dans ce domaine. Du coup, pour lui, la qualité, peut-être c'est le design, peut-être ce sont les couleurs. Donc, du coup, ici, la qualité, elle est mesurée par rapport au client. Donc, plus que le client est satisfait, ça veut dire qu'on a une bonne qualité. Bien sûr, ils font les tests d'optimisation de code et tout dans la cuisine interne, mais la qualité est vraiment, elle est associée à la vie du client final.
C'est pour cette raison, en fait, les startups, c'est un business et c'est ça le plus important si le client est satisfait. Donc, c'est ça la satisfaction du client. Et aussi bien, tu as mentionné la rapidité. Donc, c'est plus rapide, oui, puisque le projet est en cours d'avancement. Et comme ça, le client, si on fait un retard, il peut nous excuser, puisque déjà, il était au courant de tout le processus. C'est ça. Et autre aussi, chose, oui. Je peux ajouter Peut-être un c'est autre toi avantage, qui vas deviner l'autre chose, oui. peut-être, oui. En fait, pour moi, puisque les fonctionnalités demandées par le client, ça va être divisé en des différentes user stories. Et du coup, comme ça, si jamais en fait on a un souci ou bien une erreur dans l'application qui ne marche pas, donc on peut revenir à que cette user story et la rectifier. Et comme ça, on peut gagner du temps sans en fait refaire le travail de nouveau. Oui, oui, en fait, la détection des erreurs et les causes racines va être plus simple, oui. Aussi bien, en fait, il y avait autre chose dans tout ce qui est un travail collaboratif. Il y avait toujours une équipe qui avance par rapport des autres qui pouvaient être retardataires ou bien un peu passifs. Donc, c'est une méthode qui va pousser tout le monde à travailler puisqu'il y a un contrôle. Il y avait toujours chaque jour réunion de 15 minutes. Du coup, on va savoir l'avancement de chaque personne. Et même aussi, après peut-être chaque semaine ou bien chaque 4 jours, il y avait une réunion où où chaque développeur et chaque acteur de l'équipe, il va présenter avec le data show tout son travail. Du coup, il y avait beaucoup de contrôle. Donc, tout le monde va être sérieux et elle va pousser tout le monde à travailler, du coup. Donc, c'est ça aussi notre avantage. Du coup, toutes les entreprises, ils choisissent cette méthode pour que tout le monde travaille. Voilà, c'était ça les avantages de cette méthode. Voilà, on a vu ça. Il s'agit de Product Owner, Scrum Master et l'équipe de développeurs qu'on appelle Scrum Team. Il y avait autre méthode Kanban, donc c'est pas très intéressant de la voir, mais juste voyez ici. Donc, on a dit il y avait un dashboard pour chaque fonctionnalité en cours de test. Donc, ici, le backlog. Quelque chose, il y avait le C, par exemple, en cours de développement. C'est bon, elle était développée. Et le E, qu'est-ce que vous pensez de la fonctionnalité E? C'est une fonctionnalité qui contient des erreurs. On doit la corriger. Voilà, donc c'est la fonctionnalité qui ne va pas avancer, mais plutôt elle va reculer pour voir le problème, il est où, et pour la fixer. Donc, c'est ça. Le E, c'est l'étape de test. Elle est arrivée à l'étape de test et on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui mal fonctionne. Voilà, il y avait d'autres aussi, des méthodes. Il y avait des méthodes spirales et tout. Voilà, c'est bon, pour résumer les modèles qu'on a vus. Donc, le choix de cycle de vie logiciel, donc, il est adapté en fonction de l'objectif du projet. Si on cherche la rapidité ou on cherche la satisfaction du client, si on cherche vraiment une bonne qualité et le logiciel est compliqué, donc on va faire la méthode en V par exemple. Donc, c'est ça, ça dépend de l'objectif et aussi de type de produit développé, si c'est simple ou bien complexe. Des risques aussi qui vont être identifiés et des priorités de deadline, les délais et tout ça. Donc, selon ces critères, on choisit la meilleure méthodologie. Donc, on les appelle en fait des méthodes agiles. À votre avis, les méthodes agiles, ce sont les méthodologies séquentielles ou bien itératives? C'est itératif.
Voilà, parce que déjà, agile, ça veut dire quelque chose de flexible. Et donc, les modèles itératifs incrémentels, ce sont les plus flexibles où chaque fonctionnalité est traitée à part. Aussi bien, on a le prototypage. On peut organiser des prototypes avant que toute l'application sera bien finie. Donc, c'est ça, on a parlé de modèles en V qui avait beaucoup de tests. C'est le modèle qui a plus de tests. Les méthodes agiles qui se sont les plus adaptées pour une équipe et pour procéder aux tests à une étape précoce. Et aussi, les méthodes agiles, ils garantissent des prototypes à chaque étape. Voilà, maintenant, on va voir les niveaux de tests. Donc, on était dans les méthodologies. Maintenant, ce sont les niveaux de test. Donc, si on va tester une application, il y avait 4 niveaux. Donc, le premier niveau, à votre avis, c'est le test de composants ou bien d'acceptation? En fait, l'acceptation, ça sera le dernier normalement, donc je pense que c'est les tests de composants. Voilà, c'est comme la démonstration d'un pyramide. On va commencer par la base. Du coup, on va commencer par les tests de composants. On les appelle aussi des tests unitaires. Et c'était ça l'objet du premier TP que j'ai déjà fait dans la vidéo. Et après, on va faire les tests d'intégration, puis les tests système, puis les tests d'acceptation. Donc, les tests de composants, qui va les faire à votre avis? Qui va tester ces composants, si elles marchent ou non? Les développeurs. Développeur, Voilà. Donc, si on parle, les composants, il peut être quoi, par exemple? bouton, les boutons. Voilà, les boutons, les menus, les résultats, les flèches, les navigations, l'expérience utilisateur, c'est ça les composants. Par exemple, si nous sommes dans un système intelligent ou une maison connectée, les composants dans une maison connectée vont être quoi? Vont être un hardware, pas uniquement le software. Donc, on va tester l'intensité, on va tester les capteurs, on va tester les signaux électriques, on va tester tout ça, surtout les capteurs, les entrées et les sorties. Donc, les tests de composants, on va tester les entrées et on va les comparer par rapport aux sorties. Par exemple, malheureusement, personne n'a fait le premier TP pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, le test de composants, par exemple, on a fait une calculatrice. On a développé une calculatrice. Donc, on va tester le bouton fois. Si on va mettre 2 fois 2, il va afficher comme résultat 4 ou non. Donc, on va coder un petit code où on va mettre le résultat qu'on attend, 4, et on va mettre la méthode qui fait la calcul, la méthode qu'on a utilisée dans le code. Si ça coïncide et on a vu que le test, il va signaler une barre verte, ça veut dire que le code, il a déjà généré ce résultat qu'on attend. Si le test, il signale une barre rouge, ça veut dire le résultat est erroné et donc la méthode ne fonctionne pas correctement. C'est ça le test de composants. Donc, voilà, en fait, ici, c'est trop détaillé. Donc, si vous comprenez, ce sont des questions dans toute cette matière. Si tu as la logique et l'esprit d'un testeur, tu peux répondre correctement. Tu n'as pas besoin de rien apprendre. Même s'il s'agit beaucoup d'explications et beaucoup d'écriture, le plus important, que tu comprends le concept. Donc, dans les niveaux de test, on va toujours faire référence, on va tester par rapport à quelque chose. S'il y avait un défaut et défaillance, on doit les signaler. Et aussi, il va une approche qu'on va utiliser et un objet, quelque chose qu'on le teste déjà. Donc, qui se rappelle, c'est quoi la différence entre défaut et défaillance? Ou nous montrer même un exemple.
de défaillance et un exemple de défaut. Une parmi eux peut passer inaperçue, l'autre non. Qui peut passer inaperçu, le défaut ou la défaillance? En fait, c'est la défaillance qui peut être passée inaperçue. En fait, le défaut, normalement, ça va bloquer en fait, le code ou bien l'application, mais la défaillance, c'est en fait, c'est que ce n'est pas le résultat voulu, mais le système, l'application quand même marche, fonctionne en fait. Si tu as fait l'inverse, ça va être correct. Effectivement, c'est l'inverse. Oui, donc en fait, le défaut, il peut, dans tout ce qui est langage informatique, Voilà. un défaut, l'application. Donc, tu peux nous expliquer, Alfadi? Voilà, donc le défaut, c'est une imperfection, ça passe inaperçu. Comme quoi, par Et une exemple? défaillance, et c'est la défaillance qui permet de faire tomber le système en panne. Voilà. Donc, en fait, un défaut, par exemple, si je suis un développeur débutant et je suis en train de faire copier-coller au code, mais l'important pour moi que ça marche. Donc, du coup, je pouvais, au lieu de générer 2 lignes de code, j'ai écrit 15 lignes de code. Ici, l'application, elle va être un peu lourde et un peu plus lente de 5 secondes, par exemple. Mais ça marche. Donc, ça, il n'a pas fait des best practices, mais ça marche, l'application, de toute façon. Le client, ils peuvent ne pas remarquer que l'application, elle est un peu lourde, puisque 5 secondes, et ça ne compte pas pour lui. Donc, ça, on l'appelle, c'est un défaut. Une défaillance, ça veut dire que je suis en train de cliquer sur un bouton et le bouton ne marche pas. Donc, ça, c'est visible surtout au niveau de l'utilisateur. Donc, puisque c'est remarquable, on l'appelle défaillance. Ou bien une interface à planter ou le serveur tombe en panne, ça, c'est une défaillance. C'est bon, c'est compris? C'est ça ce que je voulais dire, mais bon, peut-être j'ai inversé. Oui, tu as dit ça, juste tu as inversé. Tu as dit qui ne passe pas, qui passe inaperçu, c'est le défaillance. Oui, mais peut-être que j'ai inversé. OK, bah, c'est clair maintenant. Merci. D'accord. Donc, on a dit pour chaque niveau de test, un environnement de test, il est approprié et tout. On peut dépasser ça. Juste, donc, pour l'étape de test de composants, qu'est-ce qu'on va tester en fait? On va tester le code, puisque le code, il est en cours de développement. On peut tester l'algorithme. On peut tester des choses, les exigences qui sont prêtes, puisque c'est le premier niveau. Voilà, c'est le test de composants. C'est une vidéo. Donc, lorsqu'il a testé yes, ça marche. Donc, du coup, ici, un bouton qui ne fonctionne pas. Donc, ça, on appelle ça un test de composants. On peut aussi tester des valeurs de calcul, comme j'ai déjà indiqué. On peut tester des méthodes. Donc, pour cela, on teste pour réduire le risque, pour trouver les défauts. Donc, ça aussi, ce n'est pas important. Donc, on a dit, c'est le travail de qui? De développeur. À votre avis, pourquoi le développeur doit faire le test des composants? Si un développeur ne fait pas les tests de composants, qu'est-ce qui se passe? Le système sera non fonctionnel. Oui, il peut avoir beaucoup de défauts et aussi, il va, en fait, ça ne passe pas puisque le développeur, s'il il va pas tester ses composants, il va, et surtout s'il est débutant, bien sûr,
ça va infecter son image de marque, ça va infecter sa crédibilité, son travail et tout. Donc, c'est très important. Toujours, il y avait des malentendus et tout, des problèmes entre les développeurs et les testeurs. Du coup, le développeur, il essaie de corriger le maximum, de donner un travail au testeur bien fini et tester un peu le maximum pour que le testeur, il va jouer sur les imperfections, sur les détails. Donc, ce n'est pas lui qui va corriger les défauts à la fin? Les testeurs. C'est les, Non, les développeurs, en fait. Développeurs. Voilà, Testeurs, ouais. donc c'est mieux de donner quelque chose de correct. Donc, ici, voilà, donc, c'est une vidéo, en fait, c'est la vie des développeurs. Ah, c'est à cause de connexion, la vidéo est interrompue. C'est vraiment énervant si quelque chose ne marche pas, mais de toute façon, c'est son travail. Il doit faire tout son maximum pour faire fonctionner son code. Donc, après, on va voir les types de tests. Donc, tout ça, je vais après vous donner un petit tableau qui résume tout ça. Donc, qui va faire ça? Donc, c'était le travail du développeur. Il doit tester et retester son code le maximum avant qu'il va se passer, avant de le faire passer au testeur. Et donc, ici intervient le rôle de testeur où il va faire les tests d'intégration. Donc, le testeur, il va tester les workflows, il va tester les services, il va tester l'architecture interne du système. Donc, voilà. Il va faire des tests d'intégration de système. Donc, ici, on a dit le travail de développeur, c'est s'intéresser au code, aux tests de composants, à ces composants et au code. Et après, le développeur, il part et ça intervient le rôle de testeur pour tester quoi? Pour tester les data structures et pour tester les algorithmes et la conception détaillée et la structure interne de logiciel. Voilà, donc ici, ça intervient le rôle de testeur où il va faire tout ce qui est structure, algorithme, selon le logiciel testé. Donc, tout ça, je vais vous montrer un tableau qui va résumer tout ça, le plus simple à retenir. Hein. Donc, on peut passer ça. Donc, si on parle maintenant des tests système, ça veut dire, à cette étape, c'est une étape plus avancée. Maintenant, on a testé tous les composants à part. On a testé l'intégration et les requêtes au sein de la base de données. Est-ce que les données sont intégrées correctement ou non? Les résultats générés. Maintenant, l'application est toute prête. On a fait toutes ces fonctionnalités et maintenant, ils sont rassemblés ensemble. Et le logiciel, il est prêt en sa totalité. Du coup, dans le test système, on va tester toute l'application. Donc, on va faire des tests de boîte noire, de boîte blanche. On a vu ça. Il y avait des tests de boîte noire et boîte blanche. Quels sont les plus détaillés? À votre avis? Les tests de boîte noire ou boîte blanche qui se basent sur les détails et la structure interne et tout?
qui a besoin de beaucoup d'un savoir d'architecture logicielle? La boîte blanche. Voilà, donc boîte noire, ça veut dire, c'est le rôle de développeur, par exemple. Il connaît son code, il connaît les exigences. Ça peut être aussi le client, il connaît que les exigences. Donc, c'est ça la boîte noire. Et la boîte blanche, ça veut dire il doit connaître toute l'architecture interne et la structure interne de logiciel pour tester en profondeur. Donc, et le test système, ça veut dire tester toute l'application, ça fonctionne de A jusqu'à Z. Donc, de la première étape quand on fait l'inscription jusqu'à quand on fait la déconnexion. C'est ça le test de tout le système. Voilà, on va tester le système, on va tester toute l'application ici. Donc, et c'est le rôle de testeur. Si c'est une grande entreprise, ça va être une équipe de test indépendante qui va intervenir à cette étape. Et à la fin, ce sont les tests d'acceptation. Donc, qui va intervenir dans les tests d'acceptation? Le product owner. Oui, Et ça aussi pourrait le client. être. Voilà. Donc, le product owner et surtout le client, puisque c'est lui qui va dire s'il va accepter le produit, il va prendre, et bien sûr, il va payer ou non. Voilà, donc ici, on va parler de budget, on va parler de tout ça. Donc, les tests d'acceptation, c'est la responsabilité du client final ou bien l'utilisateur final de système. Par exemple, dans les jeux vidéo, on pouvait, avant de déployer un jeu, on pouvait appeler un streamer ou bien un gamer qui va tester ce jeu. Il y avait un travail déjà qui est consacré pour les joueurs en ligne et tout, qui vont tester les jeux et qui vont exprimer leur avis, l'expérience, c'était comment et tout. Donc, avant de lancer l'application, l'acceptation, il pouvait être soit le client qui va payer ou bien l'utilisateur final. Si par exemple, une application dédiée pour les enfants, on peut la tester, on peut donner cette application à des enfants et voir s'ils vont être aptes à l'utiliser, ils vont comprendre cette application ou non. C'est ça les tests d'acceptation. Donc, pour les tests d'acceptation, on pouvait avoir, par exemple, des avis qu'on n'a pas attendus. Et pour les tests d'acceptation, ils sont 3 types. Il y avait les tests d'acceptation utilisateur. Si on dit utilisateur, ça veut dire utilisabilité. Est-ce qu'on peut utiliser cette application, oui ou non? Donc, compréhensivité plutôt de l'application. Il y avait les tests d'application opérationnelle. Ça veut dire elle fonctionne, elle a respecté toutes les exigences qu'on a déjà citées dans le cahier de charge. Et les tests d'acceptation contractuelle et réglementaire. Si par exemple on était d'accord sur un budget et sur un deadline, on va voir si elles sont respectées ou non. Et bien sûr, si on était, par exemple, on ne peut pas faire une application qui ne respecte pas les lois générales et tout. Donc, tout ce qui est réglementaire doit être accepté en général. Donc, voilà. Donc, ce sont les derniers tests, les tests d'acceptation. On a dit ici, c'est le client qui intervient et qui sont tests acceptation utilisateur, opérationnel et réglementaire. Donc, ils sont aussi 2 types, alpha test et bêta test. Donc, par exemple, si il se peut arriver que l'application dans l'environnement de la startup, elle fonctionne convenablement puisque les PC, ils sont puissants. Et dans l'environnement de client, faute de réseau, faute d'équipement, elle ne fonctionne pas avec la même rapidité. Ça peut passer. Du coup, on va faire les tests sur place et dans l'environnement de la startup. Donc, si on dit alpha test, donc à votre avis, on va commencer par quoi? Par tester l'application où?
Tout d'abord, on va la tester dans l'environnement de la startup qu'il a développée. Donc, elle va tester dans l'environnement de développement. Ça, c'est l'alpha test. Et le bêta test, ça veut dire qu'elle va être testée après. Après où? Dans le terrain où on va faire fonctionner avec les utilisateurs finaux, où on va travailler avec cette application. C'est clair? Oui. C'est bon, Sadé? Oui, oui. D'accord. Donc, les alpha tests, en fait, s'effectuent au niveau développeur dans la société, en fait, qui est en train de développer l'application. Et les bêta tests, en fait, on peut dire c'est un test réel avec les Oui, utilisateurs réels, en fait. Les oui. utilisateurs côté client. Et dans l'environnement du client avec son propre réseau, son propre Oui, équipement, parce que d'accord. c'est ça le plus intéressant, qu'elle marche de la même qualité chez lui. D'accord. Et ça, ce sont les tests d'acceptation. On a dit utilisateur, ça veut dire elle est utilisable ou non. Opérationnelle, ça veut dire elle fonctionne ou non. Et ça, elle respecte tout ce qui est contractuel et réglementaire, oui ou non. Donc, c'était ça les niveaux de test. On a dit composants. Donc, pour récapituler ça, les niveaux de test sont 4. Le composant, c'est la responsabilité de qui? Des développeurs. Voilà. Développeur. Pour tester les fonctionnalités, ça marche ou non. En fait, pour donner des inputs et voir si les résultats sont corrects ou non. Si le code, il va générer les résultats correctement. Après, on avait les tests d'intégration où c'est la tâche de qui? Les tests d'intégration, le deuxième niveau. C'est la tâche du testeur. Après, c'est les tests système. Donc, les tests d'intégration, ça veut dire on va tester par rapport à l'architecture interne de logiciel, on va tester par rapport à la conception détaillée, on va tester par rapport à tout ce qui est boîte blanche, et c'est la tâche de testeur. Et après, si l'application est prête, c'est le test système où on va tester toute l'application à part. On va tester l'expérience utilisateur de A jusqu'à Z, si toutes les navigations marchent correctement ou non. Et à la fin, c'est la test d'acceptation où intervient le client. Donc, Et en fait, par exemple, le test de sécurité ou bien le test de la performance et de qualité, c'est inclus dans quel niveau en fait de ces niveaux-là, de ces types-là? voilà. Donc, en fait, ce sont des types de tests, ce ne sont pas des niveaux. Et déjà, D'accord. on va parler ici. Donc, Ok, ça marche. cette partie, elle est longue, mais juste retenez qu'on a vu. Hein, c'est quoi la différence entre les 4 niveaux? C'est ça. Ok. Maintenant, les types de tests. Déjà, dans les TD, on va faire un exercice. Hein, ça va être plus simple. Ici, donc, vous n'avez rien à apprendre. Hein. Il y avait pas de définition dans l'examen. Il y aurait, pour l'examen, il y aurait un QCM et des questions de compréhension de logique, c'est tout. D'accord. Donc, voilà, mais c'est ça, tu es en train de demander les types de tests. Donc, les tests fonctionnels, ça veut dire l'application fonctionne correctement ou non, c'est ça. Et les boutons sont fonctionnels ou non. Si on dit les tests non fonctionnels, on parle ici de la sécurité, du design de l'application, de la portabilité de l'application. Ça veut dire quoi, portabilité de l'application? Si l'application est adaptable sur tout type d'écran. Voilà. Donc, si par exemple, je vais ouvrir Teams sur web et si je vais ouvrir sur téléphone, je vais comprendre toute l'interface et le menu. Par exemple,
dans toute application mobile, le menu, il va être sous forme d'une barre de navigation ici, où on peut dans le mobile faire des swipes, où l'interface elle est plus simple. Et dans l'interface web, on va trouver le menu au nom. Et on va trouver beaucoup de fonctionnalités et des boutons et tout. C'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on va faire une application web et mobile, on doit la faire responsive design. Donc, gardez ça dans la tête. Si on dit responsive design, ça veut dire l'application, elle est bien organisée, la mise en page est bien respectée dans le web. Si je vais l'ouvrir dans la tablette, dans Smart TV, dans la téléphone, elle va être aussi bien organisée. Je ne vais pas avoir des boutons éparpillés et la mise en page non respectée, d'accord? C'est ça le responsive design. Ça veut dire le design, il est en train de s'adapter sur n'importe quelle résolution et quel dimensionnement de support de communication, que ce soit tablette, téléphone, n'importe. Donc, tout ça entre dans les tests non fonctionnels. On les appelle des types de tests. Donc, tests non fonctionnels, on a dit la portabilité, l'utilisabilité de l'application, la sécurité de l'application, aussi bien la performance de l'application. Comme quoi la performance d'un site, comment on peut mesurer ou bien déterminer si un site est performant ou non? À travers le temps de En fait, réponse. Oui, ça peut être si elle est rapide. Oui, Bilal, quoi d'autre? s'il est rapide, s'il ne bug pas, temps de réponse très minime. Et surtout, s'il s'agit pour évaluer la performance, on doit la tester dans un environnement exceptionnel. Si par exemple, il y avait un taux, on a atteint le plafond de l'application où il y avait un nombre maximal des utilisateurs simultanés, un accès simultané à l'application. Comme ça se passe dans l'inscription universitaire de chaque année. Le serveur en Tunisie tombe en panne parce qu'il y avait un accès simultané. Ici, ça se voit si le site est performant ou non. Ouais. Pourtant, ce n'est pas un site à l'international, seulement les étudiants de la Tunisie. Ouais. Donc, c'est ça la performance du site. On peut la mesurer des utilisateurs simultanés et un accès simultané. Donc, c'était ça les tests fonctionnels, non fonctionnels. Et si on dit test de confirmation, donc les tests structurels, pour que vous ne faites pas une confusion, on ne va pas parler des tests structurels. Hein. Ça concerne des architectures et d'autres choses. Donc, on va les zapper. On va parler des tests de confirmation. Donc, à votre avis, les tests de confirmation, ils se passent avant ou après les tests d'acceptation qu'on a vus? Avant ou après? Les tests de confirmation par rapport aux tests d'acceptation. Donc, pourquoi c'est avant? C'est pour vérifier si tous les tests, tous les défauts ont été corrigés. Voilà. Al-Fadil, tu étais bien concentré la dernière séance. Tu as tout retenu, c'est bien. Pardon? C'était présent. Mais bien sûr, madame, ce sont des détails que je connais déjà. D'accord. Ah, c'était pas à travers la séance, tu n'étais pas concentré alors. C'était un prérequis. Pardon? C'était un prérequis. Hein? Tu n'as rien retenu dans ma séance le samedi dernier. Si, madame, j'ai retenu. Donc, ça se passe entre qui et qui les tests de confirmation? Entre les testeurs et le développeur.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour cette raison, ça intervient avant, puisque ça concerne notre cuisine interne avant de montrer notre travail final au client. Du coup, la test de C'est-à-dire, madame, confirmation. ce sont de la partie du test d'intégration. En fait, les tests de confirmation, on peut les faire soit dans les tests d'intégration ou bien dans les tests système. Exactement. Donc, on peut les faire lorsque le testeur commence son travail, il va détecter un défaut ou bien une erreur, il va la C'est ça. signaler au développeur, donc le développeur doit la corriger et après, bien sûr, c'est pas par confiance qu'on travaille, il doit redonner le travail au testeur qu'il va confirmer si c'est bon, il passe à autre chose ou non, il doit retester, il va la retester et il y a encore autre chose à rectifier. C'est ça, ça veut dire la confirmation des corrections. C'est bon, on confirme les corrections ou non. C'est en cours. C'est ça. C'est pour cette raison, ce sont entre le développeur et le testeur et ils peuvent être faits plusieurs fois. Et que ce soit au niveau des tests d'intégration, puisque c'est ici où intervient le testeur, ou bien dans les tests système. Et bien sûr, on fait tout ça avant les tests d'acceptation qu'on donne au client le résultat final. C'est bon? Juste, madame, généralement, les testeurs, en fait, ils appartiennent à la société de développement qui est en train de développer l'application. C'est pas côté, en fait, le testeur, c'est pas côté client. C'est un membre interne. Oui, oui, Je veux c'est dire, un en fait, membre interne. d'accord, oui, d'accord. Ok. Par exemple, le client, si il est hors domaine et tout, il a le droit de prendre l'application et de voir un testeur ou bien un expert informatique pour lui Oui, tester l'application pour savoir si elle est bien fonctionnelle ou non. Voilà, il peut faire ça à part. Mais en général, dans les startups, il doit être au minimum un testeur. Et oui. dans les grandes entreprises, il y avait même équipe de test où il y avait test manager, analyste de test qui va mettre les tests pour chaque projet, les testeurs automation test, des ingénieurs de test. Il y avait toute une équipe pour ça. Donc, pour les Madame, le cours, ça reste beaucoup bien. le cours, presque, on a fini. Il reste autre chose de pratique, une correction, et il reste la correction de TD. Et presque, c'est bon. Pas grand-chose. Juste, on peut revenir sur les principes de test, les 7 principes qu'on a vus. Et c'est tout pour le cours. Est-ce que tu vas quitter, Alfadil? Non, je demande juste parce que j'ai quelque chose Ah, d'autre à d'accord. faire. Pourquoi? D'accord. J'avais l'impression que tu vas nous quitter. Du coup, il ne reste pas trop. Donc, on a dit Non, je vais rester. Donc, autre chose, les tests de confirmation, ils commencent à partir des tests d'intégration. Par contre, les tests fonctionnels et non fonctionnels, on pouvait les faire à n'importe quel instant, à n'importe quel niveau. Par exemple, les tests des composants, ce sont des tests fonctionnels déjà. Donc, ce type de test, on peut tester par exemple le design dès le début. Donc, on peut tester ces tests non fonctionnels relatifs au design dès le début. Du coup, toujours, les tests fonctionnels, non fonctionnels, ils peuvent être faits à n'importe quel niveau. Retenez ça. Voilà, c'est ça en détail. Madame, Le s'il vous test plaît, Oui. je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire. J'ai dit, concernant les tests fonctionnels et non fonctionnels, on pouvait les faire à n'importe quel niveau. Soit dès le début, soit à la fin, on pouvait les faire avec le client, avec le product owner, n'importe. Okay. Donc, vous pouvez faire une capture écran pour ça, pour ces 4. Donc, pour les types de tests,
on va s'intéresser à ces 4 types. Test fonctionnel, non fonctionnel, confirmation et non-régression. Voilà, on a dit test fonctionnel, ça fonctionne ou non. Test non fonctionnel, il pouvait être qui concerne la performance, l'utilisabilité, la maintenabilité. La maintenabilité, ça veut dire à long terme. La fiabilité et la portabilité. La portabilité, ça veut dire responsive design. Et pour les tests de confirmation, on a dit s'il y avait quelque chose, un code défectueux ou quelque chose qui ne marche plus, on va la retester et confirmer si les corrections ont été effectuées par le développeur ou non. Et les tests de non-régression, qui veut dire? C'est quoi les tests de non-régression? En fait, les tests de non-régression, c'est suite à une modification d'un programme, des tests sont réexécutés pour identifier tout impact non désiré sur le comportement existant. En fait, qu'est-ce que ça se passe? Puisque nous sommes en train de changer et tester et retester, il se peut qu'un bouton, il était de base fonctionné, mais après plusieurs modifications, il ne marche plus. Donc, du coup, après qu'on fait plusieurs tests, on doit faire les tests de non-régression pour s'assurer que l'application, encore, elle résiste au défaut, encore, elle est fonctionnelle. Donc, les tests de non-régression, si on fait plusieurs modifications pour s'assurer que l'application marche encore et pour que les anciens composants marchent, on les reteste. C'est ça, les tests de non-régression. Vous avez compris? Il s'agit de quoi, les tests de non-régression? Oui. C'est comme l'indique son nom. Régression, ça veut dire, comment dire? Retester, exécuter à nouveau les tests déjà corrigés. Oui, des tests de non-régression pour s'assurer que les modifications n'ont aucun impact ou bien un effet négatif sur l'application. Elle est consistante, elle résiste encore. C'est ça. Donc, voilà aussi, c'est la définition des tests fonctionnels et les tests de non fonctionnels qui concernent la fiabilité, l'utilisabilité et tout. Donc, voilà, c'est ça, c'est en détail. On a vu les tests boîte blanche, ça veut dire la structure interne de logiciel. Les tests de confirmation, juste ici, j'ai revenu sur chaque définition. On a dit c'est les tests de régression. On peut aussi les faire à n'importe quel niveau pour s'assurer que ces nouvelles modifications n'ont pas un impact. Donc, il y avait les tests de maintenance aussi, on peut les négliger. Les tests de maintenance, ça veut dire à long terme, après, si par exemple, vous êtes tous au courant que Facebook hier, le problème qu'il y a eu Facebook hier. Vous êtes au courant? Non, moi, je ne suis pas au courant. J'étais à l'aéroport, en fait. Et Sadim ou Alpha Oui, D. oui, madame. Oui, oui. En fait, Problème d'invitation. oui. Donc, en fait, il y avait un problème. Si un utilisateur est en train de consulter un profil sans rien faire Ah et oui, sans rien cliquer, une une invitation invitation qui envoie. s'envoie automatiquement. Oui, oui. Oui. Donc, on appelle ça un bug qui s'est arrivé. Donc, au cours d'une mise à jour dans Facebook ou bien d'une modification, il y avait quelque chose qui malfonctionne. Du coup, par exemple, le système, il n'était pas bien maintenable à cet instant. C'est ça, les tests de maintenance. Si nous sommes en train de faire une mise à jour, on doit maintenir le système. Donc, c'est bon, c'est terminé. Ça aussi, c'est détaillé. Si vous avez maintenant tout compris, c'est bon. Juste, vous pouvez écrire Madame. ça dans une feuille.
sous forme d'un pyramide où il y avait... On les fait Oui, à Sadé. quel niveau pour les tests de non-régression? On Donc, les fait à quel niveau? Normalement, avec la logique, les tests de non-régression, on les fait à la fin, puisque c'est bon, on a modifié plusieurs fois et maintenant, on doit s'assurer que ces modifications, ils n'ont pas infecté le code qui travaille de base. Mais on peut les faire en parallèle aussi. Mais dans un modèle itératif, on peut les faire plusieurs fois. Oui, oui, oui. Juste retenez que les tests fonctionnels, non fonctionnels, on peut les faire à n'importe quel niveau. Les autres, ce sont des détails. Hein, vous n'êtes pas censé de les connaître. Okay. Donc, maintenant, on va faire un quiz Kahoot. Donc, je vais vous donner le code. Donc, qui est connecté depuis son PC ou qui n'a pas l'application, juste il clique Kahoot, un seul hash, .it. Et voilà, il va écrire le code et mettre validé. Hein. Donc, entre-temps, je vais lancer le... C'est où le code PIN? Attends. En fait, il y avait des tests, c'est moi qui l'ai fait. Il y avait un autre qui existe déjà ici. Hein. Juste un... C'est bon. Ah, voilà. C'est bon, c'est ça le code PIN. Hein.
Donc, je vais accorder +1 qui va répondre le maximum correctement. Donc, essayez tout d'abord de lire la réponse, puis les propositions, ils s'affichent. Essayez de répondre correctement et le score, il s'incrémente en faveur de ton du réponse. Plus que tu es rapide, plus que le score, il augmente. C'est bon, on commence. Donc, en fait, bien sûr, vous n'avez pas eu tout le cours. On n'a pas bien vu ça. Si on dit la base de test, ça veut dire la référence de test, l'ensemble de connaissances utiles d'analyse et de conception de test à laquelle on va se baser pour faire les niveaux de test. Ça veut dire on va tester pour chaque niveau par rapport à quoi. On va voir qui a répondu correctement. C'est Alphabet. Donc, personne sait prévenir des défauts. Donc, ça ne va pas être ça, les questions de l'examen. Ça va être des choses qu'on a vues réellement. C'est pas le même type, madame. Ici, ce sont des questions générales. Et sur, J'essaie sur de la... répondre avec la logique, même je connais rien. Et aussi, ça concerne le premier chapitre. Et nous, on a vu le deuxième directement. Pas de problème. On va voir où elle va t'amener ta logique. On a parlé ça dans les tests de composants. Comment on teste réellement? Donc, c'est un aspect testable j'ai dit ça d'un composant, donc ça va être soit ça ou l'autre, mais c'est un aspect testable ou d'un système comme une base de test. Ça veut dire on va tester, par exemple, on va mettre des inputs et on va voir si ça respecte la condition ou non, si les résultats vont être vrais ou non. On a vu ça le premier chapitre.
Donc, le test met en évidence les défaillances. Le débogage élimine les défauts. Donc, le débogage, ça veut dire éliminer un bug. C'est la correction des bugs. Défaillance, ça veut dire quelque chose de remarquable. Quelle situation représente une défaillance? Quelque chose de remarquable par l'utilisateur. Donc, voilà s'il a planté quelque chose qui a planté qui ne marche pas, c'est défaillance. À quel point on peut dire qu'on a atteint une bonne qualité? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport les exigences qui sont suffisamment détaillées, par rapport les cas de test, si on a testé plusieurs fois, par rapport les normes de l'organisation. Ou bien c'est de diverses manières, c'est pas quelque chose de spécifique. Donc, on va revoir ça dans le premier chapitre. On a déjà vu la qualité, c'est pas la même de point de vue entreprise, de point de vue client. À votre avis, on n'a pas vu ça, mais l'analyse de test, il consiste à quoi faire? C'est l'étape avant d'entamer les tests. Donc, voilà, évaluer la baisse de test pour la... Vous avez beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes en train de se servir avec ChatGPT ou un moteur de recherche? Vous avez le temps de faire ça? Madame, comment on peut se servir avec ChatGPT? On n'aura même pas de temps. 30 Si on a secondes. fait ça, alors on va trouver toujours les bonnes réponses, mais on fait des erreurs. Oui, vous n'avez pas le temps. Et aussi, ce sont des images. Je ne peux pas faire copier-coller dans ChatGPT. On a vu des principes de test. Est-ce que la présence des erreurs est une illusion? Illusion, ça veut dire que ça n'existe pas. Faux, bien sûr, ça existe toujours. Il y avait des erreurs et quelque chose à rectifier.
La dernière question, à votre avis, KPI, ça veut dire quoi? En fait, je vais refaire le test. C'est pas ça le test que j'ai voulu faire. Voilà, indicateur clé de performance qui était le plus rapide. SADEM, c'est le troisième. AlphaVille, c'est le premier. Donc, en fait, il y avait d'autres tests plus qui concernent plus ce qu'on a vu. Donc, vous voulez que... Donc, vous pouvez travailler seul, vous voulez travailler seul le test de révision et après, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on organise une autre séance en ligne pour terminer le reste? Ou c'est bon, vous pouvez, on a vu déjà le premier chapitre et je termine directement par le test de révision. Madame, mieux vaut nous envoyer ça, chacun n'a qu'à faire ça individuellement. Donc, en fait, On n'aura plus de temps, madame. C'est juste demain qui n'est pas le jour de l'examen, en fait. D'accord. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement le test de révision alors parce qu'il contient une nouvelle partie donc, que je n'ai pas mis dans le cours. Je ne sais pas. Madame, au niveau du tableau, prenez pause, on doit on revient cocher après. si... Madame, Oui. au niveau du tableau, on doit cocher si la fonctionnalité si c'est fonctionnel ou non fonctionnel. En fait, ici, le type de pour chaque exemple, tu vas dire c'est quoi ce type de test et c'est quoi le niveau. Donc, c'est ça, remplir le tableau avec des croix. Et après, lorsqu'il s'agit d'un test non fonctionnel, si tu as coché non fonctionnel, tu vas écrire dans la même case, c'est quoi la caractéristique du système? En avis non fonctionnel, ça veut dire design, ou bien sécurité, ou bien portabilité, ou bien performance. Tu vas dire ça. Donc, je vous accorde le temps pour faire ça. Et on corrige. Il y avait une astuce pour faire ça d'une manière simple. Sinon, on le travaille ensemble là, pour gagner du temps. Oui, madame, c'est mieux. On n'a qu'à faire vite pour finir. D'accord. Donc, on commence par qui? Non, pas on commence par qui. Il faut juste poser la question. Chacun n'a qu'à répondre, on verra. C'est mieux. Quelqu'un prend la parole. J'ai soif tellement j'ai parlé. En fait, j'ai une idée. En fait, moi, quand j'ai vu le tableau, puisqu'on a dit, madame, que les tests fonctionnels et non fonctionnels, on peut les faire n'importe quel moment. Donc, est-ce que je peux cocher presque tout et après, je passe aux autres types, au niveau et tout? Bilal, non, tu es fort. Non, c'était pas ça. Ça, c'est d'une manière générale, on peut faire. Mais ici, il te donne un cas exact, un exemple bien précis. Ah, d'accord. Ah, Si c'est détaillé. c'est- Ok. J'ai compris. Ok. C'est pas J'ai ça voulu gagner l'astuce, du c'est temps. pas ça. En fait, l'astuce que je viens de dire, que en fait, le niveau de T, parfois la réponse, elle est dans la question, mais
Comme ici. Ah, d'accord, ok. Si on dit Donc, composant, ça veut évaluer dire que c'est un test de composant. le composant, oui. Si par exemple, il y avait le mot système, donc c'est un test système. Donc, on commence par toi, Bilal. Ok, du coup, évaluer le nombre de cycles que le processeur doit réaliser concernant le composant de gestion classe. Donc, on commence, madame, au niveau de la première question, n'est-ce pas? Évaluer le nombre de cycles que le processeur doit réaliser concernant le composant du gestion de classe. Oui. Oui. Donc, Déjà, vous avez en fait, répondu à ça. j'ai donné la parole à Bilal, donc c'est lui qui va faire cette question. Toi, Al-Fadi, tu vas faire la deuxième. Hein? D'accord. Nombre de Donc, cycles. on peut Le processeur commencer doit- par le niveau, puis tu vas nous dire c'est quoi le type. Hein? Ok, pour le niveau, en fait, puisque ça impacte les composants de gestion de classe, donc c'est un niveau de test composant. Après, pour les tests liés au changement, un nouveau cycle de processeur doit réaliser. En fait, lié au changement, ça veut dire les tests de régression. Hein? Si on a fait des changements, on va voir si il attaque sur le code ou non. Donc, moi, je dis c'est un type de test non fonctionnel. Oui. Et si c'est non fonctionnel, tu dois préciser c'est quoi la caractéristique. Performance. Oui, c'est correct. Donc, voilà, bien. Donc, ici, en fait, la première justification, elle n'était pas trop convaincante. Donc, c'est un test de composant parce qu'il est en train de tester un seul composant de toute une application. Il est en train de tester un composant à part. Le composant concerne la gestion de la classe. Donc, c'est pour cette raison, c'est un test de composant. Et oui, non fonctionnel, il concerne la performance parce qu'il est en train de tester plusieurs fois ce composant et il est en train d'évaluer le nombre de cycles que le processeur. Donc, si on parle de nombre et plusieurs fois, ça veut dire la performance. Est-ce qu'il va être bien fonctionnel ou non? C'est bien, c'est bon, c'est compris. Donc, tu peux passer à la deuxième exemple, Al-Fadil, au deuxième. D'accord. Vérifier si l'application est responsive design. Donc, type de test fonctionnel. Tu peux commencer par le niveau. Pardon? C'est pas correct. Tu peux commencer par le niveau de test. Ok, niveau de test de système. Moi, je dis système. Oui, c'est correct parce que c'est bon, à cette étape, l'application, elle est toute développée, on va la tester tout. Donc, c'est système. Oui. Ça veut dire quoi, responsive design? En fait, moi, je dis c'est lié au changement. Non, j'ai dit ça, j'ai Pourquoi, expliqué madame, ça. c'est pas... Madame. Pourquoi c'est pas un test d'acceptation? Parce qu'il parle de design. Donc, en fait, le test d'acceptation, s'il va faire intervenir le client. Ici, il n'a pas dit que le client. Ici, il parle au niveau de développement. Donc, toujours test d'acceptation s'il va faire intervenir un autre acteur. Donc, il a fait ça au niveau de l'entreprise. Il a parlé d'une façon trop vague. Oui, on peut spécifier, par exemple, pour être bien précis, on peut dire par les testeurs, par exemple, ou par le product owner. On dit par le product owner, donc. C'est un test de système. Oui, ici on veut dire c'est au niveau de la startup. Système, oui. Donc, c'est quel type de test?
Qui a une autre réponse? Boîte blanche. Ça veut dire Donc, quoi, ça responsive J'ai dit, design? c'est un test fonctionnel, madame. Non, c'est faux. Ça veut dire quoi, responsive design? Ça veut dire, si j'ai une application mobile et web. La portabilité, non? Oui, la portabilité. Si j'ai une application, donc l'aperçu dans l'interface du mobile, il est adéquat, aussi bien le design, il est adapté dans une page web, dans un Smart TV. Donc, c'est ça, responsive design, ça veut dire non fonctionnel, puisqu'elle fonctionne de toute façon, mais juste nous sommes en train de voir si on change de diapositive, si on va changer d'écran, ça va avoir un bon résultat et une mise en page respectée ou non. Oui. Donc Non fonctionnel et on va dire portabilité. Ici, c'était performance. Donc, ça donne la troisième. Réaliser un ensemble important des instructions et des décisions pour tous les composants qui effectuent les calculs des moyens. Ces composants réaliser un ensemble important. En fait, ça ressemble à la première, mais c'est pas la même réponse. C'est l'intégration, non? Non, pour le niveau de test, c'est correct. Donc, en Oui. fait, faites attention. Pour le niveau de test, s'il a dit composant, ça veut dire composant. Voilà, j'ai dit composants, mais tu m'as dit ça Oui. ressemble à la première. Non, pour le type de test. Ah, ok. Pour le type de ensemble. Je sais pas. Qui a une réponse entre vous? Je tente ma chance, peut-être. Oui. En fait, pour le niveau de test, c'est composant et le type de test, c'est non fonctionnel, qualité. Moi, je dis fonctionnel. En fait, il n'y avait pas une critère qualité. On peut dire performance. C'est sa performance, tu veux dire. Donc, en fait, juste pour, je vais vous dire la réponse. Donc, ici, tu as cru que c'est la même réponse puisqu'il est en train de faire beaucoup de tests sur un composant. Du coup, tu as cru qu'il est en train de tester la performance du site. Mais c'est quoi la différence? Dans le premier exemple, il est en train de tester et retester le composant qui est déjà développé. Donc, ça, pour tester l'aspect non fonctionnel, l'aspect de performance. Mais ici, en fait, il est en train de réaliser des instructions. Ça veut dire il est en train d'écrire un code et de faire des décisions dans l'architecture du système. Ici, il n'est pas juste en train de tester comme une boîte noire. Il n'est pas en train de tester comme un utilisateur final pour voir si l'application supporte ou non. Ici, il est en train de réaliser des instructions, c'est-à-dire il est en train de taper un code dans l'architecture. Donc, qui va taper les codes dans l'architecture, il va prendre des décisions. Ça va pas être développeur, ça va être quelque chose.
structure interne et tout. Donc, soit boîte blanche, soit boîte blanche. C'est boîte blanche déjà. C'est quoi la boîte blanche exactement? La boîte blanche, ce sont des tests qu'ils font le testeur et qui consistent à tester la structure interne de logiciel, l'architecture de logiciel. Donc, boîte blanche, ça veut dire le testeur, il doit avoir des connaissances internes de la structure interne de logiciel. Du coup, ici, il est en train de taper des instructions. C'est pas n'importe qui va taper les instructions. C'est pour cette raison, c'est boîte blanche. Par contre, ici, n'importe quel utilisateur, il peut tester un bouton plusieurs fois et ça tombe en panne. Donc ça, c'est performance. C'est bon, vous avez distingué entre eux. La première, on a dit Oui. non fonctionnel, mais même un enfant, il peut retester. Mais ça, boîte blanche, puisqu'il a dit réaliser un ensemble des instructions et des décisions. Décision, ça veut dire un testeur est quelque chose qui est relatif à des tests importantes. Donc, ça ne va pas être non fonctionnel. Les tests importants et de structure, ce sont les boîtes blanches. Donc, on revient, Bilal, la quatrième. D'accord. Vérifier l'aptitude des élèves à utiliser l'application version web. Donc, pour le niveau de test, c'est en fait ici, il veut dire que l'application est déjà développée, elle est finie et il est en train de tester. Bon, c'est un test système Acceptation, je pense. ou bien acceptation. Bon. Normalement, on a mis des croix dans le composant, on a mis un croix dans le système. Normalement, on doit mettre un croix dans l'acceptation maintenant. Oui, on a dit si C'est on pas va... ça, mais puisque l'aptitude des élèves, il y a déjà des Un utilisateurs. acteur. Voilà. Voilà, donc Oui, j'étais en train c'est de rigoler. l'acceptation. Non, Donc, si on va faire intervenir à l'utilisateur final, qui est l'élève qui va utiliser cette application, donc c'est un test d'acceptation. Juste, vous allez mettre dans la tête, s'il parle d'un composant spécifique, c'est un test de composant. S'il parle de toute une application qui va être testée, comme ici, toute une application ou un système, c'est un test système. S'il va faire intervenir un acteur, vous voyez un acteur dans la phrase, vous devez penser au test d'acceptation. D'accord. Et donc, c'est quel type? C'est l'acceptation. Le type, ça va être parmi Ah, le ces type, quatre. en fait. Du coup, lié au changement boîte blanche. Ben, c'est fonctionnel. Il a dit l'aptitude des élèves à utiliser l'application. Elle est fonctionnelle déjà, mais ils vont voir si les élèves, ils comprennent, ils peuvent l'utiliser ou non. Non fonctionnel. Donc, oui, c'est non fonctionnel. Et c'est quoi le critère exactement? En fait, est-ce que vous pouvez nous rappeler des critères disponibles pour choisir? Donc, on a dit non fonctionnel. Il y avait le design, la portabilité, la sécurité, tout ce qui est réseau et tout, et l'utilisabilité, ergonomie ou bien la utilisabilité, performance. ça veut dire utilisable. Et portabilité, En fait, qu'elle soit portable. non, c'est l'utilisabilité, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle est fonctionnelle déjà, on l'a testée, mais on va voir si les élèves, ils vont comprendre cette application, elle est compréhensible pour eux, oui ou non. Donc, c'est ça, non fonctionnel. Et le critère, c'est l'utilisabilité. Utilisabilité ou bien ergonomie, on dit. Donc, Fadé, non, c'est normalement le tour de Al-Fadi. Les tests de régression,
J'ai pas complété la Oui, phrase, je peux apparemment. prendre la parole. Oui. Tests de régression automatisés sont construits pour chaque composant de quoi, madame? De calcul de moyenne, voilà, ou bien de De calcul. calcul de moyens. Ok. Je pense le nouveau test, c'est intégration. Le type test, c'est lié au changement. Donc, pourquoi tu as dit intégration? Parce que sont, je sais pas, automatisés, sont construits. Voilà, si quelque chose relative, c'est un test automatique qui va être fait. Donc, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui va concerner la structure interne. Donc, c'est intégration. Ah non, non. C'est un test de composants. Il va faire ça pour chaque composant à part. S'il n'y a pas cette phrase, on peut dire test d'intégration, si il va faire de toute l'application. Mais ici, il va faire pour chaque composant à part. Donc, c'est un test composant. Tout simplement, si vous voyez chaque composant ou bien les composants, ça va être test de composants automatiquement. Donc, ces composants. Oui. Et le type? Lié au changement. Voilà, on a dit déjà, régression, ça veut dire on va confirmer que nos modifications, les changements qu'on a faits n'ont aucun impact sur notre application. Et finalement, est-ce qu'il nous a quittés, Al-Fadil? Non, madame, je suis là. Donc... Il parle en mute, il est là. Ah, d'accord. Donc, tu termines par la dernière phrase. Tester les résultats rendus par le composant des statistiques de réussite. Donc, niveau de test. Niveau de test composant. Oui, parce qu'il est en train de parler sur un composant spécifique. Et quel type? Et non fonctionnel. Type de test. Et c'est quoi le critère? Je pense, madame, que lié au changement, puisque le résultat rendu par le composant de statistique. Non. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va taper, par exemple, 4, 5 et va voir est-ce que le résultat va être correct ou non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de tester? Si le bouton fonctionne ou non, si les statistiques fonctionnent correctement ou non. Si, donc, ça veut être quoi? Fonctionnel. C'est fonctionnel. Fonctionnel, oui. Oui. Donc, vous pouvez refaire ça tout seul et vous allez voir que si tu vas te concentrer sur ça, c'est pas difficile. Hein? Après, vous allez voir la correction. Donc, madame, on a D'accord, madame, il faut nous envoyer ça. Quoi? J'ai dit, il faut nous envoyer ça. Oui, j'ai dit, je vais vous envoyer la correction. Juste... Mais on n'a pas ici un test d'intégration. Ah oui, dans l'exemple, il n'y a pas un test d'intégration. Un seul test de système. En fait, c'est moi qui ai fait cet exemple, donc j'ai pas fait attention qu'il n'y a pas un test d'intégration. Donc ça, c'est un... difficile de savoir.
un test d'intégration, j'ai dit par exemple ici, oui, où c'est... Voilà, par exemple, ça, si on n'a pas dit c'est pour tous les composants, pour des composants spécifiques qui font les calculs des moyennes, si on n'a pas cité ça et nous sommes en train de réaliser des instructions et des décisions, ça peut être intégration. Mais bien qu'on a invoqué le mot composant, ici, on a spécifié qu'on parle d'un composant bien déterminé. Mais ici, la phrase, elle peut être, si on a dit réaliser un ensemble important des instructions et des décisions dans la base de données ou bien dans l'architecture interne ou bien pour valider la structure interne, si je parle quelque chose comme ça, on pourrait dire que c'est intégration. Mais puisqu'il a dit un composant spécifique, donc du coup, on a dit c'est composant. Donc, pour les QCA, vous pouvez travailler ça seul. Dernière chose, donc, pour cette partie, pour le deuxième chapitre, c'est bon, c'était déjà clair. Pour cette partie, c'était juste culture générale. Juste faites attention aux 7 principes. Qui était présent dans les 7 principes, à part Al-Fadil? Pardon, madame? Qui était présent dans la classe pour les 7 principes, à part Al-Fadil? Moi, j'étais pas. Et tu as vu avec nous cette partie? Je pense que vous avez l'air saturé maintenant. Saturé des informations. Normalement, vous n'avez pas besoin de réviser le deuxième chapitre. Hein. Normalement, c'est bon. Vous n'avez rien à apprendre. Donc, sinon, soit si vous êtes disponible, on pouvait organiser une autre réunion demain pour terminer ça. Sinon, on termine ça à la file maintenant. Demain, c'est mieux, je pense. Pour moi, Vous allez être disponible demain? moi, je peux avoir de la disponibilité le matin, en fait. Jusqu'à midi, peut-être. D'accord. 10h, midi. Al-Fadil Sadem, vous seriez disponible demain matin? Oui, oui. Pour moi, c'est pas... Al-Fadil. Où il est parti? Madame, vous vous adressez à moi? Oui, Oui, Al-Fadil. J'étais en train de dire si vous allez être disponible demain matin, on pouvait terminer la révision. Oh, madame, pour moi, c'est bon. Mais s'ils sont intéressés, ils n'ont qu'à continuer ou bien. Déjà, moi, j'ai déjà vu en classe. Il y avait une partie qu'on n'a pas vue en classe, hein, cette partie. Hein, elle intervient. Et ça va venir à l'examen. Oui, oui. Mais elle est facile. Madame, comment vous allez nous faire ça, madame? Elle est facile, l'examen. Madame, Vous c'est une n'avez chose rien qu'on n'a à pas apprendre. vu. Un examen avec la logique, tu vas le faire. Ça passe pas tous les jours. Quoi? Vous allez voir que c'est vraiment facile, hein, cette partie qui reste. L'examen ou cette partie? Les deux. Oh, le premier exercice de TD, c'est pas vraiment trop facile. Non, c'est pas difficile, mais c'est pas trop clair, tu vois.
Non, pour le premier exercice, j'ai dit, hein, s'il y avait le mot composant, ça va être directement Oui, composant. oui, 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 Si, oui, on a compris. d'accord, un peu de logique. Sinon, vous pouvez, Euh, madame, nous envoyer la corriger si tu as corrigé. donc, Si on termine ça vite fait maintenant et je vous envoie le corrigé. Et il va vous rester juste voulez les pas que ça principes. se soit de... Je fais un rappel sur les principes et sur cette partie. Hein. Vous voulez pas que ça sera demain matin? D'accord, Alphadil, tu peux. C'est très important cette partie, tu ne l'as pas vue. Hein? Ça, les partitions d'équivalence. Demain, quelle heure? Comme vous voulez. 9h. Madame de moi, je ne suis même pas encore réveillé. Wow. Il faut voir 10h. avec les autres. Non, ça va Il être a- midi après. Madame, déjà vous faites Oui. l'enregistrement, non? Madame? Oui. De toute J'ai dit façon, déjà, on comme va vous faire faites un l'enregistrement, vous enregistrement. pouvez m'envoyer ça. Attends, de toute façon, on va faire un enregistrement. Tu peux le consulter. Et Pardon? attends. De toute façon, si on va faire une réunion demain, on va faire un enregistrement comme aujourd'hui. Oui, c'est mieux. Si je résume ça, c'est mieux que je travaille la correction et je vous montre la correction en parallèle. Mhm. C'est bon, donc on s'arrête là. Oui, merci Oui. beaucoup. Donc, sinon, Alphadil, si tu ne seras pas encore réveillé jusqu'à 9h, 10h, tu peux nous rejoindre peut-être 11h, on va terminer ou je ne sais pas. À n'importe quel D'accord, il n'y a instant, pas de tu peux problème. nous rejoindre. Et tu vas avoir l'enregistrement de toute façon. Hein. Mais D'accord, c'est merci important de beaucoup. voir cette partie. Hein. Oui, d'accord. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Du coup, demain, c'est pour 10h, entre 10h et midi, ça sera pour la deuxième séance. D'accord. OK. C'est bon. 1h30, ça sera suffisant. OK, Au ça revoir. marche. OK, merci beaucoup, madame, pour tous les efforts. De rien. J'espère que Merci. ça sera tout clair. Et vous allez réussir tous les examens, les autres aussi. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Au revoir. OK. À demain à 10h, Au Inch'Allah. revoir. Au revoir. À demain. Bye. Au Au revoir. revoir.